Aujourd'hui, c'est à Twickenham, un écrin de verdure niché au bord de la Tamise dans la banlieue sud-ouest de Londres, que nous replongeons dans une page fascinante de l'histoire de France. Orleans House. Cette demeure historique accueillie au cours des 18e et 19e siècles de grandes figures politiques en Grande-Bretagne, devenue une terre d'exil de choix pour de nombreux Français pendant la Révolution et l'Empire. Parmi eux comptaient souvent des sympathisants de la cause royaliste, ainsi que la famille d'Orléans, dont l'histoire singulière allait marquer profondément cette demeure. Érigée à la fin du XVIIe siècle dans un style sobre, la maison connut de nombreuses transformations, reflet des modes architecturales et des ambitions de ses différents propriétaires. Bien qu'en grande partie démolie en 1926, l'aile ouest et sa splendide chambre octogonale subsistent et témoignent d'un passé empli de faste et riche d'histoire. Ce manoir, qui abrita Louis-Philippe d'Orléans lors de son exil entre 1815 et 1817, symbolise aussi le parcours extraordinaire de cet homme. Proscrit des régimes successifs de la Révolution jusqu'à la Restauration, il deviendra en 1830 le dernier roi des Français et amorcera un rapprochement historique avec l'Angleterre. En effet, une visite d'État tenue en octobre 1844, événement premier du genre entre les deux nations depuis au moins 300 ans où Louis-Philippe fut reçu par la reine Victoria, allait sceller une ère nouvelle dans les relations franco-britanniques. Au-delà de la destinée fascinante de Louis-Philippe, Orleans House incarne également un refuge politique pendant l'une des périodes les plus tourmentées de l'histoire de France. Alors que la Révolution de 1789 bouleversait les relations de la France avec ses voisins européens et changeait profondément ses mœurs, son système judiciaire et politique, de nombreux Français désormais privés de leurs biens et de leurs droits allaient trouver en Grande-Bretagne un recours. Nous verrons ainsi, en plus d'explorer les vestiges d'Orleans House, comment tant de Français furent forcés à s'exiler à la fin du XVIIIe siècle et comment à terme l'État allait organiser leur réintégration dans la société française et à quelles conditions. Ce documentaire soulève également certaines interrogations ou contradictions quant aux promesses des gouvernements révolutionnaires à mettre chaque citoyen sur un même pied d'égalité, lorsque certaines mesures radicales prises notamment lors de la Terreur allaient jusqu'à confisquer les propriétés, les biens ainsi que les droits d'une partie des Français. Lorsque la Révolution française éclate en 1789, Louis-Philippe n'a que 16 ans. Ayant reçu un enseignement de la philosophie des Lumières, il fait partie des nobles progressistes qui accueillirent positivement les idéaux de la Révolution. En 1790, il est membre du club des Jacobins, et lorsque la France déclare la guerre à l'Autriche le 20 avril 1792, il rejoint les armées révolutionnaires du Nord comme lieutenant général où il sert sous Kellermann à la bataille de Valmy, puis sous Dumouriez à Jemmapes. En mars 1793, après la défaite de Neerwinden, il tue son mentor Dumouriez, désormais impliqué dans un complot visant à renverser les radicaux de la Terreur, afin de rétablir la monarchie constitutionnelle de 1791 en s'alliant avec les Autrichiens et projetant de marcher sur Paris. Mais le complot échoue, forçant alors les deux protagonistes à se réfugier dans le camp autrichien, bien que le jeune duc de Chartres se refuse à servir dans les armées contre-révolutionnaires. Il doit alors fuir, en cachant désormais son identité sous de faux noms, et va ainsi errer pendant près de 20 ans. Fils de régicide, il doit par ailleurs affronter l'hostilité des monarchies européennes en plus d'avoir été déclaré ennemi de la nation depuis son implication dans le complot avec Dumouriez. C'est ainsi que commence pour lui un long exil à travers l'Europe. Il visite successivement la Suisse, l'Allemagne, les pays scandinaves, l'Amérique du Nord où il séjourne 3 ans à Philadelphie, avant de prendre la route de la Grande-Bretagne où il s'installera finalement en 1800. C'est donc en janvier 1800, après déjà plusieurs années de périple rocambolesque, que Louis-Philippe visita pour la première fois Twickenham, une banlieue rurale du sud-ouest de Londres, accompagné de ses deux frères, Antoine, duc de Montpensier, et Louis-Charles, comte de Beaujolais. Lors de leur arrivée au sud de Londres, les trois frères s'installèrent d'abord à Highshot House, et Louis-Philippe enseigna les mathématiques et la géographie à la Great Ealing School, toujours considérée comme l'une des plus prestigieuses écoles privées d'Angleterre. Mais cette période de tranquillité fut rapidement interrompue après 7 ans de résidence en Grande-Bretagne, lorsque ses deux frères succombèrent à la tuberculose, sans doute contractée lors de leur détention entre 1793 et 1796 au Fort Saint-Jean de Marseille. Suite à cette tragédie, Louis-Philippe quitta l'Angleterre en 1808, mettant le cap sur la Méditerranée, et épousa l'année suivante Marie-Amélie de Bourbon-Sicile, fille du roi de Naples et de Sicile Ferdinand Ier, et nièce de Marie-Antoinette par sa mère Marie-Caroline d'Autriche. Son premier exil, commencé en avril 1793, n'allait prendre fin que 21 ans plus tard. De l'autre côté de la Manche, après une décennie d'instabilité politique et sociale marquée par la Révolution, la France amorce une transition vers une période de pacification et de réconciliation nationale. Avec le coup d'état du 18 Brumaire en novembre 1799, le jeune général Bonaparte s'empare du pouvoir, instaurant le consulat.
Bien que le nouveau régime promet ordre et stabilité, le climat politique reste au tout début plutôt hostile aux royalistes et à l'Église. L'émigration, cette grande plaie de la République, n'a pas été au commencement du régime une question législative ou jurisprudentielle. Elle l'avait pourtant été sous la terreur au fil des lois révolutionnaires qui ont fait de l'émigré un non-sujet de droit selon l'expression du juriste et professeur de droit Jean Carbonnier. Ainsi, dès les premiers mois de l'an 1800, les premiers émigrés rentraient en France, la peine de mort portée contre eux étant finalement abolie. Dans un premier temps, l'amnistie promise par le premier consul Rebelle de Vendée dans une proclamation du 19 décembre 1799, ainsi qu'un traité de paix signé quelques semaines plus tard le 20 janvier 1800 avec les chefs insurgés du Maine et de l'Anjou, amplifiaient une première vague de retour. Les archives nationales offrent à ce sujet de nombreux documents sur cette même période, avec quelques 44 000 personnes demandant leur radiation des listes des émigrés, partis de France pour des motifs politiques comme les Orléans, ou pour des raisons simplement privées ou professionnelles. Aux candidats à la réintégration, on offrait d'abord le passage devant une commission des émigrés siégeant à la chancellerie qui fonctionnait par système de radiation individuelle. Mais son caractère lent, opaque et enclin à de possibles actes de corruption entraîna sa rapide dissolution. Joseph Fouché, alors ministre de la Police, ancien représentant en mission de la Convention nationale et révolutionnaire notoire durant les années de la Terreur, ne cachait pas son désir de ralentir le retour des royalistes et refusait ainsi, selon les chiffres, près de 1747 radiations sur 8083, mettant par conséquent un frein au processus de réintégration. Contre l'avis de Fouché, le premier consul institua alors par un arrêté du 26 février 1800, le 7 Ventose en 8 selon le calendrier républicain, une nouvelle version de cette commission des émigrés qu'il passa en dehors de la juridiction de son ministère de la police, et désormais sous la tutelle du ministre de la Justice Abrial, un modéré plutôt favorable au retour des émigrés. Ces mesures marquèrent une volonté de centraliser et de rationaliser la procédure de retour des émigrés sous un cadre désormais judiciaire plutôt que sécuritaire, ce qui avait été jusque-là le cas et où ces listes étaient davantage traitées par les gouvernements révolutionnaires comme des listes noires. Les mesures libérales et par la suite s'accéléraient avec le Senatus Consulte du 6 Floréal en 10, le 26 avril 1802, mettant en place une amnistie cette fois générale et accordée à tous les émigrés qui figuraient encore sur les listes, autorisant par conséquent le retour de tous ceux qui n'étaient pas exclus nominativement. Seule condition, il faut réintégrer le territoire national avant le premier Vendémiaire en 10, c'est-à-dire le 23 septembre 1802, faire serment de fidélité au premier consul et accepter d'être 10 ans sous la surveillance du gouvernement. Une façon pragmatique d'établir un contrôle étroit sur le processus, permettant de réintégrer les opposants politiques les plus modérés et d'exclure les plus radicaux, représentant une éventuelle menace. Vous vous en doutez, ces conditions sont rapidement jugées inacceptables pour les plus fervents partisans de la cause royaliste, voire ceux ayant des revendications dynastiques telles les Bourbons ou les Orléans, qui refusaient catégoriquement de reconnaître la légitimité de Bonaparte, dont la Révolution et ses campagnes militaires lui permirent une ascension fulgurante. En résumé, ce geste politique n'est pas dénué de risques, mais il s'inscrivait dans une stratégie plus large visant à rétablir l'ordre et à pacifier la France, en réconciliant une partie de l'aristocratie et des royalistes modérés avec le nouveau régime. Cela visait à réduire les divisions internes, les complots, et à limiter les risques d'insurrection et de guerre civile, tout en isolant les factions les plus radicales. Par ailleurs, en autorisant ces individus à rentrer, ils pouvaient gagner leur potentiel soutien, voire leur loyauté en leur restituant leurs droits civiques, leurs propriétés, ainsi que leurs biens. Tout ceci est une manifestation classique du pragmatisme napoléonien, transformer les menaces potentielles en opportunités politiques. Dans ce contexte, Louis-Philippe, contraint de garder ses distances avec la France, devait prolonger son exil et allait ainsi trouver refuge en Angleterre. La restauration de la monarchie et des Bourbons sur le trône de France dès avril 1814 permit à Louis-Philippe de rejoindre finalement Paris. Un bref retour qui allait être écourté par la reprise du pouvoir de Napoléon l'année suivante lors des 100 jours, le contraignant ainsi à repartir un temps avec sa famille pour l'Angleterre, où il emménagea de nouveau à Twickenham, cette fois-ci non à Highshot House où il avait vécu lors de son premier séjour britannique avec ses deux frères, mais dans un manoir du début du XVIIIe siècle ayant dans le passé accueilli certaines personnalités politiques, comme le parlementaire écossais James Johnston ou le gouverneur des Indes Pitt. Cette résidence, plus tard renommée Orleans House, en référence au séjour que Louis-Philippe d'Orléans et sa famille effectuaient entre 1815 et 1817, apportait une paix appréciée qui venait contraster au climat politique redevenu instable en France, où les royalistes de Vendée entraient de nouveau en insurrection dès mars 1815 face à la restauration de l'Empire.
D'autre part, sur le plan extérieur, la France est de nouveau menacée par une 7ème coalition qui se prépare, et la maison des Bourbons comme sa branche cadette des Orléans devait de nouveau se tenir à l'écart compte tenu du fait qu'il représentait toujours une potentielle menace pour le régime impérial. Bien que les conditions au départ pour son second exil anglais demeurent à ce jour assez peu documentées, nous savons que Louis-Philippe, une fois de retour à Twickenham, y consacrait son temps à diverses activités intellectuelles et politiques pendant sa résidence qui dura 2 ans. Lors de la seconde restauration, plusieurs documents et écrits auraient visé à rassurer son cousin Louis XVIII sur ses intentions. Il voulait prouver qu'il ne cherchait pas à s'opposer à la monarchie rétablie en France, malgré la légitimité des Orléans à prétendre au trône de France, mais aussi compte tenu de son passé révolutionnaire. En parallèle, et très discrètement, il tissa des relations avec des personnalités britanniques et françaises locales en vue de renforcer son réseau politique, ce qui serait crucial pour son éventuelle et future accession au trône de France. Son mode de vie mené à Twickenham, volontairement en retrait de la vie publique, fut également pour lui l'occasion de se consacrer à l'éducation de ses enfants. Il appréciait particulièrement cette vie à la campagne anglaise. « Je bénis le ciel, matin, midi et soir, d'être dans ma paisible maison dans ce vieux Twickenham. » Malgré son bref séjour, la famille ne manquait pas de confort et une petite cour se maintint à Orleans House. Il fut d'ailleurs rapporté qu'à son départ pour la France en 1817, pas moins d'une dizaine de voitures furent nécessaires, dont une réservée aux 24 domestiques employés sur le domaine. Une grande partie des bagages et du mobilier fut quant à elle acheminée parallèlement par barge et aurait pris 4 jours à être examinée par les douanes françaises. Ce n'est réellement que le 5e fils de Louis-Philippe, Henri duc d'Aumale, qui fit d'Orleans House sa demeure permanente et lui apporta de significatives modifications et aménagements. Bien que né en 1822, soit 5 années après le court séjour britannique effectué par ses parents entre 1815 et 1817, son choix d'acquérir la propriété au début du Second Empire fut sans aucun doute aussi influencé par le regard que portait son père sur cette résidence qu'il affectionnait particulièrement. Bien qu'une loi à l'époque en vigueur rendait impossible pour tout étranger l'acquisition d'une propriété sur le sol anglais, Orleans House fut acheté par l'intermédiaire de Coutts Banks en 1852 et allait devenir de nouveau la demeure des Orléans pour les 20 années à venir. On nous rapporte qu'en contraste avec la vie réservée et à l'abri des regards du grand public menée par son père Louis-Philippe, Henri et sa famille menèrent une vie sociale très épanouie à Twickenham, organisant régulièrement de grands bals, concerts, dîners et expositions, tissant des liens entre princes français et un nombre important de locaux britanniques. Le duc d'Aumale et sa famille prenaient ainsi activement part à la vie locale et s'impliquaient également dans diverses actions caritatives, tout comme le Grand Fancy Bazaar, tenu les 11 et 12 juin 1859, visant à lever des fonds pour soutenir les réfugiés politiques français, souvent royalistes, ayant fui des bouleversements politiques en France après la Révolution de 1848, précédant la Deuxième République puis le Second Empire. Une donation de 100 pounds destinée à l'achat de matériel pour les pompiers de la Local Volunteer Brigade, ou encore une fête d'inauguration de l'école de Emian Park Road, qui fut tenue en 1862 par la duchesse Marie-Caroline. Le manoir fut initialement construit comme résidence de James Johnston, un Écossais influent devenu secrétaire d'État à l'Écosse entre 1692 et 1696, et siégea plus tard la House of Commons de la Grande-Bretagne, la chambre basse du Parlement anglais entre 1708 et 1713. En 1710, il s'installa dans la paisible banlieue londonienne de Twickenham, dont les plans de sa future demeure allaient être confiés à l'architecte John James, alors réputé car apprenti d'un certain Matthew Banks, qui n'est autre que le charpentier du roi. Le jeune James est l'une des figures de l'architecture du moment, ayant ainsi travaillé sur des œuvres majeures telles Hampton Court Palace, Chelsea Hospital ou le Royal Naval Hospital à Greenwich. Son style, bien que réputé et apprécié, repose dans une sobriété extrême, alors atypique pour l'époque et à contre-courant du style baroque, qui se reflètera notamment sur ses premiers travaux à Johnston House, débutés en 1706. The beauties of architecture may consist with the greatest plainness of structure. 6 années plus tard, et pour compenser cette simplicité, Johnson fit appel au savoir-faire de l'architecte James Gibbs et des deux plâtriers Giuseppe Artari et Giovanni Bagutti, afin d'impressionner et de plaire à George I et sa famille, membres de la branche allemande des protestantes des Hanovre, alors récemment arrivés sur le trône d'Angleterre, et avec qui Johnston tissa des liens amicaux lors de son temps passé à Hanovre. Il lui fallait par conséquent une pièce pouvant plaire au roi. Pour ce faire, il fit bâtir un petit chef-d'œuvre du baroque anglais et qui allait être particulièrement apprécié chez les Hanovre, l'Octagon Room, une pièce destinée à des dîners et autres réceptions fastueuses.
Plusieurs éléments indiquent clairement la volonté et les ambitions à l'origine courtisane de Johnston dans l'élaboration d'une telle pièce, comme les ornements et bustes de George III et du futur George II, ainsi que celui de son épouse Caroline de Hanspar. Ce style baroque, alors original en Angleterre, reflétait sans nul doute une volonté de flatter les goûts de la nouvelle dynastie, en lui rappelant le faste des cours germaniques dont elle était issue. Bien que le séjour de Louis-Philippe à Orleans House fût relativement court, où il se concentrait davantage sur ses préoccupations politiques et familiales, peu de modifications architecturales et décoratives eurent lieu durant le temps de sa résidence. C'est davantage sous l'impulsion de son fils Henri d'Orléans, le duc d'Aumale, que des modifications plus significatives furent réalisées. C'est tout d'abord par son grand-oncle et son parrain, le duc de Bourbon, que Henri hérita des restes d'une collection impressionnante d'œuvres d'art longtemps exposées au château de Chantilly et qui fut en partie pillée pendant la Révolution française. Ainsi, lors de son arrivée à Twickenham dès 1852, ne fut-il pas seulement accompagné de sa famille et de ses domestiques, mais également d'une colossale collection de livres, peintures et mobilier transportés depuis Chantilly. Pour exposer son patrimoine dans sa nouvelle résidence anglaise, Henri fit en somme construire une nouvelle librairie et salle d'exposition, ainsi que de grandes étables. Certains chefs-d'œuvre, comme par exemple Madonna de Raphaël, ne laissaient généralement pas ses invités et visiteurs britanniques indifférents. Benjamin Disraeli, futur Prime Minister, se rappelait ainsi: Happy the prince who, though exiled from his palaces and military pursuits through no fault of his own, finds a consolation in books and an occupation in the rich domain of art. Comme l'indique ici le Prime Minister, Henri trouva un second souffle dans les arts après une brillante carrière militaire effectuée dans l'armée française dès 1840 en Algérie, où il se distingua en mai 1843 lors de la prise de la Smala d'Abdelkader, qui lui valut la fonction de gouverneur général de l'Algérie en 1847. C'est seulement à la chute du Second Empire en 1870 que ce dernier revint s'installer en France au château de Chantilly et fit aménager des galeries d'art qui allaient devenir plus tard le musée Condé. Le plafond de la salle de la tribune est d'ailleurs décoré à ce jour de plusieurs lieux qui lui étaient chers. On y retrouve ainsi une peinture d'Orleans House réalisée par Armand Bernard. Après la mort des Cunards qui avaient fait l'acquisition à leur tour d'Orleans House dès 1882, leurs coexécuteurs testamentaires tentèrent de vendre la propriété, sans succès. Au début du XXe siècle, malgré des lois initiées en 1902 par le Parlement afin de protéger la région de Richmond, plusieurs propriétés étaient désormais menacées par l'activité industrielle et la multiplication de chantiers. En 1910, la maison fut de nouveau occupée par The Ladies of Compassion, une congrégation catholique qui voulait faire des lieux un orphelinat. En 1919, une partie de la maison fut finalement vendue à la Eastern Telegraph Company afin de devenir un club de sport, et c'est 7 ans plus tard, en 1926, qu'Orleans House fut finalement racheté par une compagnie de matériaux de construction. Le 3 mars de la même année, une dernière journée de liquidation des biens restants se tint, et en un rien de temps, l'aile principale ainsi que sa galerie et la reliant à l'Octagon Room à l'ouest furent démolies. C'est grâce à l'intervention de Mrs. Nellie Leonides, qui occupait Riverside House juste à côté, que l'Octagon Room put être finalement préservé. Le 2 septembre 1843, le roi anglophile avait accueilli une première fois la reine Victoria et le prince Albert en son domaine familial d'Eu, dans une optique de premier rapprochement entre les deux nations. Bien que cette visite fût un succès, elle n'en restait pas moins secrète, et ce n'est réellement qu'un an plus tard, après une brève entente cordiale tenue en 1844, qu'une visite officielle d'État se tint en Grande-Bretagne. Antérieurement, la dernière entrevue remontait à 1520 et fut tenue entre François Ier et Henri VIII lors du camp du Drap d'Or, organisé sur 18 jours près de Calais, et avait pour but de tenter un rapprochement entre les deux royaumes. Initié par François Ier, il fut avant tout question de s'assurer l'amitié et possiblement l'alliance avec l'Angleterre, afin d'éviter tout encerclement du royaume de France par ses voisins européens, et de s'allier à terme contre le puissant Saint-Empire romain germanique, où Charles Quint avait été élu empereur quelques mois plus tôt, le 28 juin 1519. Ainsi, le rapprochement entre les deux nations était officialisé près de 3 siècles plus tard, et le 11 octobre 1844, Louis-Philippe fut reçu à son tour par la reine Victoria après avoir été décoré de l'ordre de la Jarretière au château de Windsor, puis rencontré la députation de la City de Londres. Louis-Philippe, alors âgé de 71 ans lors des événements, fit par la suite visiter à la jeune reine sa vieille résidence de Twickenham dont il restait nostalgique. Elle décrivit l'endroit comme « a very pretty house much embellished since the king lived there, but otherwise much the same, and he seemed so pleased to see it again. » Cette rencontre symbolique entre Louis-Philippe, roi des Français, et Victoria, reine du Royaume-Uni, mise sur le trône en 1838, c'est là une ère nouvelle de coopération diplomatique et commerciale entre les deux nations, après des siècles de rivalité. Sur le plan économique,
Les deux nations partagent désormais un système de valeurs libérales. Même si l'Angleterre a pris de l'avance, les deux pays sont dorénavant pleinement engagés dans la révolution industrielle, et dès 1842, la Railway Mania qui s'est alors imposée en Angleterre s'exporte progressivement en France. Déjà, le 24 août 1837, la reine Marie-Amélie avait inauguré la première ligne de chemin de fer dédiée au transport des voyageurs depuis Paris. Longue de 19 km, elle reliait le 8e arrondissement de la capitale à la gare du Pecq dans les Yvelines. Ainsi, l'influence britannique est significative dans l'adoption des technologies, de modèles économiques et de ses méthodes pour l'expansion du réseau de chemin de fer en France, et certaines entreprises britanniques fournissent même des locomotives et autres équipements pour l'installation des premières lignes françaises. Au niveau du commerce, des accords bilatéraux favorisent les échanges dans des secteurs comme le textile et l'acier, notamment grâce à l'entente diplomatique et la correspondance très documentée entre les ministres des Affaires étrangères François Guizot et Lord Aberdeen à partir des années 1840. Mais ce n'est réellement qu'à partir de janvier 1860 que l'on pourra parler d'un traité de libre-échange au sens strict, avec la signature du traité Cobden-Chevalier, visant à abolir les taxes douanières sur les matières premières, ainsi que sur la majorité des produits alimentaires entre les deux pays. Cette entente cordiale, expression initialement utilisée par François Guizot, visait par ailleurs à régler le partage de l'Afrique entre les deux empires coloniaux, et allait se traduire à terme par une alliance militaire, qui s'amorcera sous le Second Empire pendant la guerre de Crimée, et se concrétisera sous la Troisième République, grâce à la signature d'une série d'accords le 8 avril 1904, utilisant la même expression d'entente cordiale, annonçant l'émergence d'un futur bloc militaire de triple entente, depuis que la France était précédemment liée avec la Russie, suite à une convention militaire tenue entre les deux pays le 17 août 1892, et un traité d'alliance finalement signé le 27 décembre 1893. Lorsqu'une nouvelle révolution éclata en 1848, Louis-Philippe d'Orléans fut contraint d'abdiquer à son tour après 18 ans de règne. La politique libérale menée tout au long de la monarchie de Juillet, et qui fit prospérer dans un premier temps la France sur le plan économique grâce à la révolution industrielle, s'essouffla progressivement au milieu des années 1840. De plus, les récoltes de l'année 1844 sont particulièrement mauvaises, venant aggraver la situation d'inflation et de crise économique. En parallèle, le régime prend des directions politiques de plus en plus conservatrices, comme le refus d'abaisser le cens électoral, restreignant considérablement le nombre d'électeurs étant en capacité à nommer les députés du régime. En effet, dès 1831, le droit de vote était conditionné par la capacité à payer au moins 200 francs d'impôts, et les ministres dont François Guizot se refusaient à abaisser cette somme, rétrécissant de fait le collège électoral. Ainsi, après seulement 2 journées d'insurrection, une nouvelle révolution parisienne mettait fin à la monarchie de Juillet, et Louis-Philippe fut contraint d'abdiquer à son tour le 24 février 1848. Ainsi, l'Angleterre, une fois de plus, allait lui procurer une nouvelle résidence et un lieu d'exil. Cette fois-ci, Claremont House dans le comté de Surrey au sud-est de Londres lui fut prêté par la reine Victoria. 2 ans après la fin de la monarchie de Juillet, Louis-Philippe s'éteignit le 26 août 1850 et ses obsèques se tinrent à la chapelle catholique de Saint-Charles-Borromée à Weybridge, avant que son cercueil ne fût plus tard exhumé et finalement transféré à la chapelle royale de Dreux le 9 juin 1876 dans la nécropole des Orléans.